Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Le grand retour du petit sorcier le plus célèbre au monde, 9 ans après la fin de la saga, un nouveau tome des aventures d'Harry Potter sort en librairie cette semaine. Cousteau, l'homme derrière la légende dans l'Odyssée, rencontre avec Lambert Wilson, il incarne le commandant à l'écran, et Pierre Ninet qui lui donne la réplique. C'est le 8e tome de la saga qui a révolutionné la littérature jeunesse. Dans Harry Potter et l'enfant maudit, le petit sorcier aux lunettes rondes est désormais père de 3 enfants. Il ne s'agit pas réellement d'un nouvel épisode, mais de l'adaptation d'une pièce de théâtre imaginant la suite des aventures d'Harry Potter. Le livre est sorti il y a quelques semaines au Royaume-Uni, c'est déjà arraché à plusieurs milliers d'exemplaires. Comment expliquer que le petit personnage imaginé il y a plus de 20 ans par J.K. Rowling fascine encore et toujours ? Voici quelques éléments de réponse. De toute sa vie, personne jamais ne lui avait écrit. D'ailleurs, qui aurait pu le faire? Il n'avait pas d'amis, pas de parents, autres que son oncle et sa tante. Harry Potter, en fait, c'est une histoire assez banale, celle d'un orphelin binoculaire au royaume des sorciers. Mais c'est un conte qui a bouleversé l'histoire de la littérature. Pourquoi un tel succès? Avant tout, c'est un univers imaginaire. Un monde peuplé de créatures et de lieux étranges. Un décor de magie et de sorcellerie qui se visite comme un musée à Londres. Le lecteur a grandi avec son héros. Aujourd'hui, c'est un adulte toujours fasciné. C'est toute mon enfance, hein. C'est un peu le rêve, c'est l'espoir, c'est l'imagination, c'est un monde dans lequel je me réfugie quand parfois j'ai un coup de blues. C'est quelque chose pour moi un peu, voilà, là je bouillonne, c'est un peu un monde à part, c'est un rêve quoi. Ils seront 450 millions dans le monde à le dévorer, souvent plusieurs fois. Mais toujours le lecteur s'identifie à Harry Potter et c'est une leçon de vie. Harry Potter peut prendre son destin en main. Il n'y a pas de fatalité. Et qu'effectivement, même s'il est amené à transgresser les lois, à effectuer un certain nombre de choses totalement interdites, c'est parce qu'il a réagi, il a pris son destin en main et c'est ce qui lui permet de devenir vainqueur un jour. Un destin extraordinaire, c'est aussi celui de l'auteur. J.K. Rowling! Jamais avant J.K. Rowling, une romancière n'est accueillie comme une pop star par des gamins aux yeux embués d'admiration. Pourtant, le chemin fut rude. 1990, J.K. Rowling est pauvre, quelques petits jobs d'enseignante, mais une farouche envie de raconter des histoires. Je pensais qu'en écrivant ces livres, j'aurais des difficultés à les faire publier. D'ailleurs, j'ai eu des difficultés. Ça n'a pas été facile de trouver un éditeur. Et puis, j'ai pensé que si ce rêve se réalisait et que ce livre soit publié, quelques personnes seulement seraient intéressées. Mais je ne m'attendais évidemment pas à un tel succès, jamais. À ce jour, c'est l'une des plus grosses fortunes du Royaume-Uni, évaluée à 600 millions d'euros, plus que la reine d'Angleterre. Car la saga Harry Potter rapporte beaucoup d'argent. Ce sont les films, les jouets, les jeux vidéo, les produits dérivés, le théâtre maintenant, jusqu'à ce train à vapeur dans le nord de l'Écosse, affrété par un tour opérateur où les fans se prennent pour les héros du livre. Pour beaucoup, il est un héros d'enfance, un aventurier. L'Odyssée revient sur la vie du commandant Cousteau et nous fait découvrir des aspects méconnus de la personnalité de l'homme au bonnet rouge, notamment la relation conflictuelle qu'il entretenait avec son fils. Dans le rôle de Jacques-Yves Cousteau, on retrouve Lambert Wilson. Dans celui de son fils, Pierre Ninet. Olivia Salazar-Winsper les a rencontrés pour nous. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, un bleu de plus en plus profond, un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai voulu le conquérir, alors qu'en fait, il fallait le protéger.
Bonjour Lambert Wilson, Pierre Ninet, merci d'être avec nous sur France 24. Merci. Avant d'endosser le rôle du commandant Cousteau, Lambert, quelle image vous faisiez-vous de ce personnage qui était quand même un personnage public? C'est un personnage qui a bercé mon enfance et donc j'allais pas très loin dans l'étude de la psychologie. C'est un personnage un peu de grand-père ou de maître d'école autoritaire, mais qui partageait avec le public une vie qui semblait vraiment rigolote, parce qu'il montrait des hommes qui étaient toujours au soleil, en maillot de bain, à plonger. Pierre, pour quelqu'un de votre génération qui n'a pas peut-être grandi avec Jacques Cousteau à la télé, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je connaissais peu de choses, je connaissais ce qu'il a très bien réussi de par son génie de la mise en scène et son sens du marketing aussi, ce bonnet rouge, cette chemise bleue, ce bateau blanc qui parcourt le monde, qui va dans tous les pays, et voilà, et la poésie aussi de ses documentaires. Dumas et Falco sont partis explorer la zone crépusculaire, au pied d'une falaise de corail. À mesure qu'ils descendent, les couleurs chaudes disparaissent, tout devient bleu. Parvenus à 30 mètres, ils allument leurs lampes et c'est un flamboiement de couleurs. Des couleurs que personne, pas même les poissons, n'avait pu voir avant eux. Et le film dresse un portrait sans concession de l'homme, avec ses défauts. Est-ce que vous aviez peur de nuire à sa réputation ou à sa mémoire ? Pour vous dire la vérité, j'ai été très surpris parce qu'un ami récemment a vu le film et il a été choqué de découvrir ces parties plus sombres du personnage. Et je ne m'attendais pas du tout à cette réaction-là parce que j'avais l'impression d'avoir un petit peu dégonflé, enfin que le film dégonflait le mythe Cousteau. Or, en fait, j'ai l'impression que le portrait qui est proposé est celui d'un homme qui forcément a des qualités et des défauts. Mais je reste un grand fan du commandant Cousteau parce que je trouve qu'il a tellement accompli pour l'humanité que pour moi les parties positives elles sont vraiment là dans le film. Le reste ça concerne après tout sa vie privée. Il a pas été un traître à l'humanité, au contraire il a éclairé l'humanité par son travail. On respire tranquillement et surtout vous ne laissez pas l'embout sortir de la bouche, d'accord? Allez, venez. Le film révèle justement une relation entre un père et un fils. Au début, le petit Philippe, joué par vous, après quand il est adulte. Cette relation entre vous deux est très tendre, vous êtes très proches. Comment ça évolue après ? Grandir avec un père aussi brillant, aussi charismatique, qui charme tout le monde et qui joue un jeu en même temps intelligent, puisque tout ça c'était pour populariser la découverte et créer des films magnifiques. Mais au-delà de l'admiration, avec l'âge adulte et l'appétit médiatique du commandant Cousteau, qui rentre dans une nouvelle ère de sa vie aussi. Je crois qu'il y a une opposition qui se crée entre ses enfants et lui. Il y a une forme de sacrifice de ses proches que fait le commandant Cousteau pour la découverte, pour continuer d'inventer et de poursuivre ses désirs. T'es prêt à faire n'importe quoi pour du fric, en fait? De quoi tu parles? Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo comme thème, hein. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est l'équipage. La découverte et l'exploration étaient comme des moteurs pour le commandant Cousteau, mais on voit aussi à travers votre film certaines pratiques qui seraient polémiques aujourd'hui, par exemple appâter les requins. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Cousteau, c'est un parcours. Donc, en fait, la façon qu'il a eu de traiter les animaux, par exemple, dans Le Monde du Silence, qui a dû être tourné, si ma mémoire est bonne, en 1954, de traiter les requins, pas de les appâter, de les massacrer, en l'occurrence, puisqu'il y a une scène de massacre de requins dans Le Monde du Silence, c'est lié à l'époque. En fait, au milieu du XXe siècle, on est encore dans un point de vue que la nature n'a pas de limite. Et pas seulement que la nature n'a pas de limite, mais comme depuis des millénaires, on est dans un rapport entre l'homme et la nature où l'homme souhaite dominer la nature. Nature qui est par essence dangereuse souvent. Et au cours du XXe siècle, en fait, peu à peu, l'homme comprend qu'il
il a tellement dominé la nature qu'il est devenu le plus grand des prédateurs et qu'il est en train de la détruire. Donc évidemment que Cousteau, au cours de sa vie, encore une fois, ne s'est pas toujours comporté comme selon les règles maintenant qu'on connaît et avec notre regard maintenant sur le monde. Mais ce regard que nous avons aujourd'hui sur l'environnement et sur le monde, nous l'avons grâce à des gens comme Cousteau. C'est tout le paradoxe. Donc le critiquer sur ses agissements dans les années 40, 50, 60, pour moi, n'a pas de sens. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Le Monde du Silence, beaucoup lui ont proposé de remonter le film pour enlever ces scènes les plus dures, et lui a toujours refusé, en expliquant justement que c'est important de garder des films d'époque pour montrer les erreurs commises. Et c'est tout à son honneur, je trouve. Et si on prend l'Odyssée au pied de la lettre, c'est-à-dire un voyage, quel était le souvenir le plus beau de ce voyage que vous avez fait pour réaliser ce film ? Dans les moments forts et marquants, il y a l'Antarctique, qui est un lieu... parce que ce n'est pas qu'un paysage, l'Antarctique. C'est un lieu absolument incroyable, puisque c'est un lieu qui est encore virginal, contrairement au reste du monde. C'est sans doute le dernier territoire sauvage, justement avec le monde sous-marin, sauf que celui-là est à la surface. C'est un lieu qui n'appartient à aucune nation. C'est rare. Si un enfant devait naître en Antarctique, il n'aurait pas de nationalité. Voilà, c'est un lieu absolument magique, et visuellement, et dans l'esprit. Donc ce voyage-là, il reste gravé dans nos mémoires. On y est. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte en musique avec Jacques Higelin. 3 ans après Beau Repère, le chanteur qui a fêté l'an dernier ses 75 ans sort Higelin 75. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. J'emploie mon temps à entretenir le feu sacré de la passion, des jeux d'ivresse et de désir dans les jardins de la paix.